Le système de commande de cet appareil est constitué d'un levier et de pédales de direction d'avion au lieu des commandes de pas cycliques et de pas collectifs de l'hélicoptère. Le Canadair CL-84, qui faillit être produit en série, avait le même système de commande. Mais les ailes basculantes posent toujours des problèmes. Elles sont extrêmement bruyantes, elles sont inefficaces en vol stationnaire et elles sont instables par vent de côté. Par conséquent, en 1974, les projets d'ailes basculantes sont abandonnés au profit du rotor basculant. Le XV-15 construit par Bell succède au petit VZ-2. Après 2 ans d'essais en soufflerie et au sol, il effectue son premier vol stationnaire le 23 avril 1979. Le 24 juillet de la même année, il réussit sa première transition en vol en palier et le 17 juin 1980, il établit un record officieux de vitesse en giravion de 301 nœuds à 4900 mètres d'altitude. Cet engin hybride est-il difficile à piloter? Push those nacelles forward, and all of a sudden you're going from a hover or from a hover 30 knots rearward, you're moving out at 300 knots forward, and you're flying just like a fixed-wing aircraft. The one thing that catches you, though, if you get used to flying like a helicopter too long, and the pilot said, let's go back to the airport, and you're sitting there cruising at 300 knots, in a helicopter, once you're in the air, you don't use your feet, because everything is done just by flying that disc formed by the rotor blades going around. And you'd rack the stick over and make your turn. You do that in the fixed wing mode, you rack your stick over, the needle goes in one direction, you start your turn, the centrifugal force pulls the ball out on the other side of your instruments, and you get all out of configuration in a hurry. You have to go back, remember that you've transitioned from the helicopter that you're in into a fixed wing aircraft and fly it back once again. Transition's easy. Not much difficulty at all, and when you come back and pull those nacelles back up and come back in and make your landings, you're right back flying the helicopter again. À la suite d'un appel d'offres du ministère de la Défense, Bell et Boeing s'associent en 1981 pour construire un gros modèle de convertible. Le V-22 Osprey est élaboré grâce aux techniques de CAO les plus sophistiquées. On utilise des matériaux composites de pointe pour améliorer la résistance et la légèreté de l'appareil. Et de fait, 70% de la structure de l'Osprey est en matériaux composites, assemblés après avoir subi un traitement thermique particulier. L'association de la CAO et des composites donne une structure dont le poids est de 25% inférieur à celui de la structure métallique équivalente. C'est un allègement essentiel pour le bon fonctionnement d'un modèle convertible de cette taille. Le 14 septembre 1989, le V-22 Osprey effectue sa première transition du vol stationnaire en vol en palier. Son système de commande, identique à celui d'un hélicoptère, comprend un manche cyclique pour le contrôle du pas et du roulis, une manette des gaz pour la montée et le déplacement avant et un palonnier pour le contrôle du lacet. Au dire des pilotes, en vol en palier, il se comporte comme un gros bimoteur de transport. Ce vol tout en souplesse est dû à son système de guidage électronique extrêmement élaboré. Le V-22 nous donne une idée des réalisations futures. What I foresee is a higher speed tilt rotor aircraft. And this will be traveling at maybe 450 miles an hour and give us good range, good fuel efficiency and economy, and allow us to still have the benefits of a rotorcraft as well as something that looks like an airplane and flies like an airplane and is as quiet as an airplane in forward flight. Mais le convertible est-il un véritable hélicoptère? Igor Sikorsky ne l'aurait-il pas considéré comme une menace pour l'hélicoptère classique? I believe
he would have answered it to the effect that he does not consider the tilt rotor to be a threat either to the helicopter or to the fixed-wing aircraft. Each one of them has its own particular niche where it will be successful, and it is just as difficult for me to conceive of the tilt rotor replacing the helicopter as it would be to conceive of the tilt rotor replacing the fixed-wing aircraft. Quel que soit son avenir, le V-22 Osprey est un appareil remarquable. Entre autres prouesses, il est capable de replier ses ailes à bord d'un navire en moins de 2 minutes. L'hélicoptère, peu rapide, bruyant et sujet aux vibrations, n'a jamais réellement enthousiasmé le public. En revanche, le convertible est rapide, silencieux et il ne vibre pas. Il paraît donc mieux adapté au transport interurbain futur. Son utilisation pourrait permettre aux grands centres urbains de réaliser des économies substantielles. You could put up a complete vertiport system linking together Washington, New York, and Boston, and all of the places in between, and all of the helicopters or the tilt rotors or whatever they are to operate in that environment for the cost of the construction of one airport. I can envision, instead of a corporate jet, which is parked at a runway somewhere at an airport, which might be kind of far from where the business is, some corporation having a tilt rotor kind of aircraft, high-speed tilt rotor, sitting in its front lawn, and there for the executive to use to go to their meeting in some other nearby city, and they could do that in an absolute minimum amount of time. À l'avenir, le convertible va jouer un rôle important dans le transport militaire et civil. Mais que va devenir l'hélicoptère militaire traditionnel, et notamment l'hélicoptère d'attaque? To be responsive with a smaller military in the future, you have to have greatly increased deployability and mobility. You're not going to get that with 60-ton tanks. You're not going to get that with having 6 months to prepare for a battle. You're going to get that by having machines that have ranges of 2,500, 3,000 miles that don't need an aircraft carrier, don't need an airport. Okay, come down. L'hélicoptère d'attaque sera-t-il le char du futur? À ce jour, aucun hélicoptère de transport lourd n'est capable de transporter un gros char d'attaque. Mais l'hélicoptère d'attaque garde l'avantage sur les chars, moins rapides à se déployer. Pendant la guerre du Golfe, l'hélicoptère a joué un rôle crucial dans l'anéantissement de ce qui était la 4e armée du monde. Il peut aller dans des endroits inaccessibles par avion. Il est capable de voler par n'importe quel temps. Et c'est pourquoi il continuera à jouer un rôle dans les guerres conventionnelles futures. Son aptitude à évoluer de nuit plus efficacement qu'aucun autre engin de combat lui donne un atout supplémentaire. En plein jour aussi, les hélicoptères peuvent échapper à la détection des radars ennemis. Ils peuvent en effet voler au ras du sol en se servant du terrain comme d'une barrière naturelle contre les signaux radars. Mais encore faut-il que le pilote soit un as. Right down on the ground and you're flying around trees, and I think, you could do that for a little while, but you better not blink, because these guys are flying, they're really good pilots, and they're flying very low and very fast. And the trees are not all lined up just right. And so what we're trying to look at NASA is some technology that would aid the pilot in performing that operation. And these are a lot of automated techniques so that he would know it's coming, he'll know how to react faster and better, and it'll make his flying activities a lot easier. Le Pointer est un engin téléguidé utilisé pour des missions de reconnaissance. C'est une autre approche du convertible. On peut alors s'interroger sur l'avenir de l'hélicoptère conventionnel à rotor, bruyant, sujet aux vibrations et parfois peu sûr.